Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Donc nous sommes ravis évidemment d'accueillir de Plenel ce soir et nous sommes ravis aussi d'accueillir la Biennale 2017, l'histoire et mémoire des immigrations et des territoires en PACA qui est un événement important tous les 2 ans en fin d'année. Et on est ravis que l'Alcazar s'y soit une nouvelle fois associé. Donc je vais passer la parole à Ramzi Tadros, le directeur d'Approche Culture et Territoire. Donc cette soirée, je rappelle, a été faite en partenariat avec l'association Approche Culture et Territoire, avec l'association Mémoire Vivante. Et je rappelle la présence de notre partenaire libraire, L'Odeur du Temps, que vous pouvez applaudir tout à fait. Un très beau travail. Voilà, donc je passe la parole à Ramzi Tadros, le directeur d'Approche Culture et Territoire, pour vous présenter la soirée. Merci Raymond, bonsoir et merci d'être là si nombreux. Nous sommes vraiment particulièrement ravis de recevoir M. Edwy Plenel ce soir, ici. C'est dans le cadre de la 4e biennale, donc du réseau Histoire, Mémoire des immigrations et des territoires, avec le partenariat, comme Raymond vient de le dire, de la BMVR, Département Société et Mémoire Vivante. Nous avons voulu organiser cette conférence parce que beaucoup des ouvrages de M. Plenel nous accompagnent, nous éclairent, nous appuient. Est-il nécessaire de le présenter? Je ne sais pas, mais bon. Je vais quand même dire 2 mots. Journaliste, essayiste, cofondateur et président de Mediapart. Je ne sais pas si vous acceptez le qualificatif de lanceur d'alerte. Bon. Au lieu d'aller plus loin dans le passé, raconter tout ce qu'a écrit M. Plenel, je vais vous dire pourquoi nous et quels sont les livres qui ont fait qu'on a voulu l'avoir et il a très gentiment accepté. En tant que bibliothécaire, en 1984, le premier livre qui est apparu, qui a lancé une alerte par rapport à la montée de l'extrême droite, c'est M. Plenel qui l'a écrit, c'était L'effet Le Pen, 1984. 10 ans après, moins 8 ans après, une deuxième édition, bien sûr augmentée, 10 ans après L'effet Le Pen. C'était important et les choses qui ont été dites là-dedans se sont révélées vraies dans le temps. Et depuis 2011, nous travaillons sur la question d'histoire et de mémoire du territoire de notre région et de notre ville. Et dans nos expériences, on rencontre beaucoup de choses qui rappellent ce qu'écrit M. Plenel. Et je voulais parler spécialement dans les dernières années des 4 ouvrages. Dire non. Ensuite, pour les musulmans. Et puis, dire nous. Et enfin, cet ouvrage que j'ai en retard pour la bibliothèque, pour les collègues, vous pouvez m'arrêter là. Voyage en terre d'espoir. Qui est un voyage dans les archives du Métron, qui raconte souvent la vie et des grands animateurs du mouvement ouvrier et de l'histoire du mouvement ouvrier. Et tout ça. Et donc, c'est pour ces raisons-là, parce qu'il y a un croisement entre ce qui est dit dans tous ces ouvrages et ce qu'on découvre au jour le jour dans notre travail autour de la Biennale. Bien sûr, vous avez eu la possibilité d'avoir la brochure qui est à l'extérieur, si vous ne l'avez pas eue, qui vous donne un peu une image de ce qui se passe sur cette région et de ce qui a fait cette région et de sa diversité. Donc, M. Plenel, c'est à vous. Et on en a pour 40 minutes, des questions, mais il faut absolument qu'on arrête avant 20h pile. Merci. Bien, bonsoir à toutes et tous et merci d'être nombreux, si nombreux et merci de cette invitation parce que
ce qui est fait par Approche Culture et Territoire est tout à fait en écho avec ce que je défends pour ma part, cette idée d'être au cœur de la relation, de fonctionner en réseau et de s'appuyer sur les forces de la société pour arriver à faire vivre l'espérance de l'émancipation et de l'égalité. Je suis un peu impressionné, non seulement par votre nom, mais par le fait qu'il y a dans toute la programmation des personnes que j'admire, comme Patrick Chamoiseau, comme Benjamin Stora, comme l'historienne Laurence Decoq et bien d'autres qui vont venir et qui illustrent la richesse du programme. Le thème qu'on m'a assigné, Histoire et la mémoire dans notre relation au monde, on pourrait en parler pas pendant 40 minutes, mais je vais essayer de le décliner en écho avec, au fond, on ne se refait pas, je suis journaliste, avec ce que nous ressentons et notre actualité. Et en commençant par justement ce dernier livre, Voyage en terre d'espoir, que j'ai fait donc, il y a un an, juste avant la période électorale, juste avant le chamboule-tout du « rien ne se passera comme prévu » et du dégagisme et de la table rase, et qui était cette idée que quand on est du côté des opprimés, des dominés, des exploités, on a besoin du passé. Que le passé, il est plein d'à présent. Et qu'au fond, il n'y a d'histoire qu'au présent. Car ce que nous n'avons pas une richesse, nous n'avons pas des monuments, nous n'avons pas des héritages, mais nous avons justement cette dialectique de l'histoire et de la mémoire. Je prends un exemple tout simple. Ceux qui ont armé le bras de l'assassin de Jaurès étaient les vainqueurs du moment. Ils voulaient que les États-nations se précipitent dans cette catastrophe guerrière qui est sur les monuments aux morts de toutes nos villes. Le début de la catastrophe européenne, cet immense charnier provoqué par l'exacerbation des nationalismes. Le fait de nous, y compris des intellectuels brillants, considérant que l'allemand est le barbare et inversement l'allemand considérant que le français est le barbare. La même logique qui nous a fait être aveugles à l'humanité de peuples que nous colonisions. Donc ceux qui ont armé l'assassin de Jaurès, son bras, étaient les vainqueurs du moment. Ils se sont précipités dans l'union sacrée et nous savons tous, aujourd'hui, nous savons tous, un siècle après, que c'est là qu'a débuté la catastrophe européenne, qui a mis le monde en péril jusqu'à provoquer l'usage de la pire arme de destruction massive, la bombe atomique, et entre-temps des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre en pagaille. Mais aujourd'hui, quand nous discutons entre nous de l'émancipation, de nos problèmes, des solutions à trouver, eh bien, le vainqueur, c'est Jaurès, évidemment. Ce n'est pas ses assassins, c'est lui qui nous lègue quelque chose, qui, dans son discours à la jeunesse d'Albi, dans ses alarmes sur les logiques guerrières, dans ses combats sur les droits sociaux, et ainsi de suite. Et donc, je voudrais partir de là parce que, y compris, c'est un clin d'œil à Marseille. Quand j'ai commencé comme journaliste éducation, je me souviens être venu ici rencontrer une enseignante qui faisait des choses très pionnières dans ce rapport à l'histoire et à la mémoire des enfants de ses classes, faisant venir le cinéma, faisant venir l'histoire des familles, faisant travailler la diversité du peuple de Marseille au cœur de son enseignement historique. Et j'en avais fait des articles. Et donc, je pars de cela parce que histoire, mémoire, c'est pour moi cette question de comment les vaincus, ceux qui se sont battus pour des droits, qui, dans le moment où ils se sont battus, eux-mêmes n'ont pas gagné, eux-mêmes ont été défaits. Mais pour moi, ces vaincus, c'est eux qui nous ont légué des victoires à venir. Et c'est dans leur mémoire que l'on peut ébranler une histoire immobile, l'histoire des vainqueurs, l'histoire qui dit tout est bien comme c'est, ça ne doit pas bouger, chacun doit rester à sa place. Et
dans ce qui est dit histoire et mémoire, il y a cette idée de la relation au monde. Et ce que je vais essayer donc de décliner devant vous, c'est cette idée que la relation au monde, ce n'est pas la relation à un concept abstrait, c'est la relation aux autres, à l'autre, tel qu'il est, qui n'est pas comme nous, qui n'a pas la même couleur de peau, la même origine, la même apparence, le même sexe, et ainsi de suite. Et tout ce que je viens de dire, vous voyez bien que nous sommes au cœur, au-delà des programmes politiques, au-delà des questions de parti, nous sommes au cœur de ce qui, depuis ce livre de 84, et au-delà des formes politiques que ça prend, travaille notre pays. La crise de notre relation au monde, après que nous nous soyons projetés longtemps sur le monde, jusqu'à ce qu'on appelait la très grande France, qu'on pensait être de 100 millions d'habitants, après que nous ayons fait notre richesse du monde. Et évidemment, c'est aussi la question de notre relation à l'autre qui a fait cette ville, à l'autre qui frappe à nos portes. C'est évidemment la question des migrants, des réfugiés et des exilés. Alors je vais essayer de vous expliquer tout ça en essayant d'être compris, c'est-à-dire de ne pas baragouiner. Alors, je dis ça parce que dans mon histoire personnelle, d'un Breton d'outre-mer qui a grandi à la Caraïbe, en Martinique, et ensuite en Algérie, jusqu'à l'âge de 18 ans, après l'indépendance, dans cette histoire de Breton d'outre-mer, au plus loin que je me souvienne, mon père, qui était enseignant d'histoire, m'avait appris cela. Lui-même, qui était assez fier de son histoire bretonne, qui était un régionaliste assumé, mais progressiste, pas d'exclusion, qui parlait la langue bretonne, qui dansait les danses bretonnes, qui aimait l'histoire spécifique de la Bretagne, mais il la voyait comme un lien avec le monde. Et il m'avait enseigné très tôt ce mot péjoratif, qui est très ancien dans la langue française. Quelqu'un, il ne parle pas bien français. Baragouine. Quel baragouin. Alors d'où vient ce mot? Ce mot, c'était les travailleurs bretons qui fuyaient la disette, voire certains moments des famines. C'était une terre très pauvre, très archaïque, très dure. Et ils allaient à la ville. Ils migraient à la ville. Et ils ne parlaient pas un mot de français. Et donc ils demandaient du pain, bara, et du vin, gouine. Ils baragouinaient. C'est ma façon de dire qu'au plus loin que nous reprenions nos histoires familiales, y compris dans le cadre de l'Hexagone, la Bretagne c'était il y a un peu plus de 5 siècles, eh bien nous sommes toujours l'immigré de quelqu'un. La Seine-Saint-Denis, le 9-3 comme l'on dit, fut longtemps un département breton, avec des travailleurs bretons. Mes tantes vivent toujours en Seine-Saint-Denis, l'une institutrice et l'autre enseignante. C'est cette longue durée de ce qu'il nous a fait. Souvent, on parle de cette question en se focalisant sur notre histoire postcoloniale. Les migrations liées aux indépendances, venues du Maghreb, venues d'Afrique. Mais on oublie que la France elle-même, comme hexagone, comme État-nation, s'est construite un peu comme ensuite elle s'est projetée comme empire. Et elle s'est construite par une unification d'une très grande diversité qui a été longtemps refoulée, voire effacée, mais qui était là, qui était vivante. La France est profondément un creuset. Et ce creuset, avant les migrations extérieures belges, d'Europe, de Pologne, évidemment d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, et ainsi de suite, est profondément faite de ces divers et de ce pluriel. Pour ça que, quand il a été dit en 2007-2010, a été fait ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale au singulier, qui s'est poursuivi 3 ans après par l'injonction d'aller débattre d'une identité nationale au singulier ou dans les préfectures. Je suis de ceux, avec Mediapart, qui s'est soulevé contre cela, avec un appel qui s'intitulait « Nous ne débattrons pas », qui avait été signé dans un arc politique qui allait à l'époque
On arrivait à créer encore des choses qui dépassaient les clivages, qui allaient de Dominique de Villepin à Olivier Besancenot, et qui brassaient tout un arc divers. Et nous ne débattrons pas. Pourquoi? Parce que lier l'identité nationale à l'immigration, c'est-à-dire comme si la question de l'immigration est une question qui s'opposerait à ce qui nous a fait nous-mêmes, c'est nier notre propre histoire. C'est une vision profondément idéologique de notre propre histoire, y compris au cœur même de cet hexagone. Et puis par ailleurs, l'identité au singulier, l'identité à racine unique, c'est une identité qui s'oublie, qui se perd, qui s'égare. J'y reviendrai en le citant, il m'accompagne beaucoup, Édouard Glissant, ce grand poète, philosophe, penseur de la Caraïbe, que j'appelais double maître, il faisait vraiment 2 mètres, et qui était un ami de mon père. Et Édouard Glissant, le penseur du tout-monde, le penseur de la créolisation, disait toujours « il n'y a d'identité que de relation ». Regardez autour de vous, dans vos propres histoires familiales, il n'y a d'identité que de relation. Dire qu'il y a une identité nationale au singulier, c'est comme dire qu'une plante a une racine unique, qu'elle ignore les radicelles, les rhizomes, le terreau, qu'elle n'est pas faite de la nature qui l'entoure, qu'elle n'est pas nourrie d'autres substances. Évidemment qu'elle est en relation. Il n'y a d'identité qu'en relation, que de relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'identité, mais ça veut dire que c'est une nécrose de l'identité de nier ce qui nous a fait profondément, qui est cette relation à d'autres identités. Édouard Glissant disait « je change en échangeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant ». C'est-à-dire c'est cette dialectique qui nous fait ce que nous sommes. Alors, mon propos, c'est d'interroger cette crispation qui travaille aujourd'hui notre pays, qui est toujours là, qui est encore là récemment dans les débats sur l'école avec l'actuel ministre de l'Éducation et la question des programmes scolaires, qui sort par la porte, revient par la fenêtre. Cette crispation qui est profondément une négation de notre histoire, qui est une vision idéologique. C'est comme ce que le philosophe Nietzsche appelait le passé antiquaire. C'est un passé qu'on met dans une vitrine pour ne plus rien en faire, pour s'agenouiller devant lui, le contempler. Ce n'est plus une histoire vivante, ce n'est plus notre histoire. Et pour comprendre ça, je voudrais revenir carrément à notre histoire politiquement fondatrice, la Révolution française, pour interroger cette crispation que nous avons vis-à-vis du divers, vis-à-vis du pluriel, dans les discours politiques dominants, alors que le divers et le pluriel, nous le vivons, là où nous travaillons, là où nous habitons, là où nous marchons ensemble. Il y a par exemple dans la Constitution française une formule qu'ils citent toujours quand on leur dit « mais quand même, il faudrait regarder, accepter que nous sommes un pays multiculturel ». Que nous sommes faits de cultures différentes, que nous sommes faits de langues différentes, que nous sommes faits de religions différentes, que nous sommes faits d'histoires différentes. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force dans le monde interdépendant, transnational dans lequel nous sommes. Et dès que nous disons ça à des politiques de gauche ou de droite, qu'est-ce qu'ils sortent comme un crucifix face à Satan? Communautarisme. Communautarisme, en oubliant qu'en disant cela, ils annoncent le communautarisme dominant. Hein, mâle, blanc, dominant, chrétien, je ne sais pas, mais qui serait l'identité qui devrait se défendre vis-à-vis de ce pluriel, de ce divers. Et quand il dit ça, il s'abrite derrière une formule de la Constitution française qu'il nous faut déconstruire, parce qu'elle est datée historiquement. La République est une et indivisible. Et moi, je suis pour, comme Edgar Morin et d'autres, de dire la République, elle est une et multiculturelle. Elle peut faire du un avec du pluriel. Elle peut faire du nous avec tous nos jeux. Et c'est ça, sa force. Alors d'où vient cette formule? Qu'ils prennent comme ça, justement, comme quelque chose de figé, en oubliant son histoire. Elle vient de la Révolution française. Quand la Révolution française, Nice, de M. Ciotti ou d'autres, n'était pas... Estrosi n'était pas française encore. Je dis ça au passage. La Savoie ne l'était pas non plus, de Joseph de Maistre, l'ancêtre des théories d'extrême droite.
alors que le pays où j'ai grandi, la Martinique, l'était depuis le début du XVIIe siècle. Il n'avait pas choisi, mais voilà, on pourrait multiplier. Et dans ce une et indivisible, c'était en fait une révolution qui se battait contre les forces de l'extérieur, les forces de Coblence, l'ancien régime qui, évidemment, voulait par bout essayer de la dépecer. C'est un débarquement en Vendée et ailleurs. Donc, une et indivisible, c'était construire cette unité autour de cet idéal républicain. Mais la Révolution française qui dit ça à ce moment-là, elle parle pour un peuple qui majoritairement ne parle pas français, ne parle pas le français, qui, à l'époque, a toutes ses langues et tous son divers, et que, progressivement, on va unifier avec l'école qui va faire qu'il y aura une langue commune, le français. Mais à l'époque, c'est ce divers qui existe. Et non seulement il y a ça, mais il y a le divers entre la ville et la campagne. À l'époque, la Révolution française, c'est une révolution des villes, c'est une révolution des bourgeois éclairés, des bourgeois émancipés, francs-maçons, des Lumières et autres, et qui regardent un peuple qui n'a pas encore fait le même chemin, mais qui fait son chemin, et qui le regarde d'en haut. Ça donnera certains des moments tragiques comme la révolte, la répression de révolte de ce peuple des campagnes. Je pense évidemment à la révolte chouane. C'est un élément très important quand Robespierre fait le culte de l'être suprême. C'est qu'il sent ce fait qu'on ne peut pas être les émancipés qui sont du côté des Lumières au-dessus d'un peuple qu'on veut sortir de l'obscurantisme religieux, qu'on veut, d'accord, mais il faut lui laisser quelque chose, ce peuple. Il faut qu'il ait le droit d'espérer lui-même. Et donc, Robespierre dit, il faut faire ce culte de l'être suprême pour qu'il y ait cette espérance un petit peu. Et d'une certaine manière, il va signer aussi son arrêt de mort en faisant cela. Mais je peux continuer sur la complexité du divers de la Révolution française. On le sait aujourd'hui, et les historiens que vous inviterez pourraient vous en parler. Je pense à Laurence de Cock. Dans nos questions d'aujourd'hui, nous parlons des minorités, nous parlons des droits des femmes, qui ne sont pas une minorité, mais qui ont été construites en minorité politique. Nous parlons du racisme, donc le droit de ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, je pense aux Noirs. Nous parlons de l'esclavage, et du fait que c'était un crime contre l'humanité. Eh bien, tout cela, nous parlons des droits des plus défavorisés, l'appel des solidarités, ATD Carmonde, Emmaüs. C'est quoi la Révolution française derrière son récit dominant historique? C'est toutes ces questions-là qui sont posées par les premières féministes, qui sont posées par la Société des Aminés Noirs, qui sont posées par ceux qui, contre des bourgeois éclairés à Paris, mais qui veulent faire leur richesse à Saint-Domingue, disent qu'il faut abolir l'esclavage. Et ils bousculent tout cela. Et ils bousculent la richesse de Nantes, de Bordeaux, voire de Marseille ou de Toulon. En disant, à l'époque, 1/3 de notre commerce extérieur, c'est là-bas. C'est notre richesse là-bas. C'est un chaudron immense qui est fait avec la traître négrière. Et c'est un Nantais qui vous parle. Je suis né dans une ville qui a fait sa force et sa richesse de cela. Alors, je dis tout ça parce que, pour rappeler combien cette question du divers, du pluriel, est une question éminemment politique. C'est là que, dans l'instant, se jouent les questions de l'avenir, les questions nouvelles de l'avenir. Prenez cette question de l'esclavage. Édouard Glissant, que j'ai cité tout à l'heure, avait proposé dans un rapport qu'avait commandé un Premier ministre, et il n'existe pas un musée très original qui était un musée des esclavages. Il mettait du pluriel et il mettait du présent dans ce pluriel. Ce n'était pas l'esclavage, ô notre douleur, ô notre souffrance, c'est de notre souffrance sans souvenir pour veiller aux souffrances d'autres aujourd'hui. Car c'est ça, le dialectique entre l'histoire et la mémoire. C'est ne pas être satisfait de ce qu'on a conquis. C'est se dire, y compris ce qu'on a conquis ou ce à quoi on a échappé, ce à quoi on a survécu, eh bien, n'est pas une douleur qui est là comme en étendard, c'est au contraire une obligation d'être au rendez-vous des humanités aujourd'hui. Alors pourquoi je prends cet exemple de l'esclavage? Pour raconter deux choses. La Révolution française va finalement abolir l'esclavage.
Vous le savez, c'est cet ennemi du genre humain que nous vénérons, hélas, ça c'est l'histoire officielle, qui s'appelle Napoléon Ier, pire ennemi de la liberté de la presse, qui va rétablir l'esclavage. Deux moments importants. La Révolution française abolit l'esclavage. Tout le monde s'en souvient. Mais tout le monde oublie ce qu'elle fait, ça dure 3 jours, au 3e jour. Et là, il ne s'agit pas seulement de l'esclavage, il s'agit du fait de coloniser des peuples. Et la colonisation avait l'esclavage en son corps, comme elle aura le travail forcé après. Car elle a encore l'idée qu'il y a des humanités supérieures à d'autres. Ça ne veut pas dire que tous ceux, moi-même, j'en suis le produit, mon père était fonctionnaire d'une colonie, donc ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont participé à cela étaient des oppresseurs du genre humain, loin de là. Beaucoup d'entre nous ont été produits de cette histoire et ont épousé des combats universels. Mais en tant que tel, le ressort de la colonisation, c'est j'ai le droit de m'inviter chez les autres parce que je suis supérieur aux autres. Je suis une civilisation supérieure à eux. Je suis une humanité supérieure à eux. Et donc, dans ces pires excès, cela amène, ou l'esclavage ou le travail forcé, c'est l'indigénat, le fait de nier les droits, voire l'humanité des autres. Eh bien, la Révolution française fait quelque chose qu'on ne cite pas assez dans nos débats d'aujourd'hui, où on parle du crime contre l'humanité, c'est qu'elle vote le fait que l'esclavage est un crime de lèse-humanité. Bien avant Nuremberg, bien avant la notion juridique de crime contre l'humanité. Donc elle comprend cela, elle comprend ce que ça dit. Et l'autre chose que je voulais vous dire, parce qu'on est au cœur de notre sujet, la question, je vais y venir, de l'égalité. Quand Napoléon est premier consul en 1802, il n'est pas encore empereur, il va rétablir l'esclavage. Mais il y a une histoire qui est totalement bavarde. Ils sont portés par le souffle de la Révolution, même si au fond c'est pour installer leur propre contre-révolution qui leur permettra de s'enrichir et tout. Mais ce souffle fait qu'en même temps, ils trimballent des idéaux, des valeurs, une certaine modernité, même si, encore une fois, c'est une dictature profonde. En 1802, il y a encore le calendrier révolutionnaire, et je crois que c'est le mois de Prairial. En 2 jours, je ne sais plus, à chaque fois je me trompe sur l'ordre, en 2 jours, donc la veille et le lendemain, Napoléon fait 2 choses. Une première chose qui va choquer son entourage, qui est quand même dans la culture égalitaire de la Révolution, où on gagne ses galons comment? Au feu. Napoléon, général à 24 ans. Hein, on est issu, hein, on bouscule les privilèges de naissance. Hein, on se fait à la force du poignet. Et là, aujourd'hui, c'est banal, et je ne veux insulter personne, on a le droit de l'avoir pour ses mérites, mais il instaure quoi? La Légion d'honneur, qui est cette idée qu'on peut faire des distinctions entre les hommes, de leur mérite. Hein, voilà. Et dans son entourage, hein, les fameux généraux de la Révolution et tout, certains disent quand même, tu es sûr, ils ne sont pas tous d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait ça un jour, et l'autre jour, il rétablit l'esclavage. La distinction des talents, la hiérarchie des humanités, en même temps, dans le même mouvement. Alors, ce qui fait lien avec le cœur de mon propos. Qu'est-ce que c'est ce qui nous a fait ce que nous sommes? Parler des mots démocratie, république, liberté. C'est un moteur qui n'est pas qu'un mot. Nous naissons libres et égaux en droit. C'est une proclamation sidérante qui aura toujours contre elle des tentations oligarchiques de confiscation. J'ai la naissance, j'ai la fortune, j'ai les diplômes, je sais mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Nous naissons libres et égaux en droit, cela veut dire j'ai le droit d'avoir des droits, sans distinction d'origine, sans distinction de naissance, sans distinction de conditions, sans distinction d'apparence, sans distinction de croyance, sans distinction de sexe, sans distinction de genre. J'ai le droit d'avoir des droits, j'ai le droit de me battre pour des droits, j'ai le droit de défendre des droits, j'ai le droit d'inventer de nouveaux droits. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme ajoutera un mot qui a son importance dans nos temps actuels. Nous naissons libres et égaux en droit et en dignité.
en dignité, qui est donc une notion qui dit quelque chose aussi, le respect de la dignité de l'autre. Alors, dire ça, ça veut dire que l'émancipation, ce qui nous a fait ce que nous sommes, une république, que nous avons des droits, que nous essayons de les défendre, droit dans le travail, droit dans la cité, droit d'expression, etc. L'émancipation, c'est un déplacement. Nous ne sommes pas assignés à résidence. Nous ne sommes pas assignés à notre lieu de naissance, notre condition d'origine, notre sexe d'appartenance, nos croyances. Nous pouvons faire notre mouvement. Nous pouvons déplacer des montagnes en faisant mouvement. Ce mouvement permanent qui est le mouvement de l'invention des droits, de la conquête de nouveaux droits. Et ce qui m'amène à une question décisive, qui est la question des minorités. En écho à ce que je vous disais sur la Révolution française. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie vivante ? D'abord, une démocratie vivante, ce n'est pas le droit de vote. On peut voter et être aveugle. On vote chez M. Erdogan, on vote chez M. Poutine. On peut voter et, par exemple, ne pas savoir, ne pas avoir une presse libre, une presse pluraliste. La Turquie est aujourd'hui le pays, hélas, où il y a le plus grand nombre de journalistes en prison. Ne pas être informé, être prisonnier de la propagande, de ce que rêve de faire M. Trump. Les faits alternatifs. La vérité n'est plus une vérité de fait, c'est son opinion qui fait la vérité. Une démocratie, ce n'est pas simplement voter tous les 5 ans et retourner en servitude. C'est le respect de droits fondamentaux, droit de manifester, droit d'expression, contre-pouvoir, pouvoir, négociation, tout cela, c'est au cœur d'une démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la démocratie, c'est la loi de la majorité, est une vision pauvre, est une vision faible, et est une vision qui n'est même pas respectueuse de ce qui nous a fait ce que nous sommes. Si la démocratie, c'était la loi de la majorité, eh bien, elle serait très souvent immobile, la démocratie. Car la majorité, elle est parvenue, elle est arrivée, elle est dans ses préjugés, dans son confort. Elle n'a pas envie, souvent, d'être bousculée. Elle n'a pas envie de faire un pas qui l'échappe à ses préjugés, à son confort. Qu'est-ce qui fait que nous avons gagné des droits ? Eh bien, c'est le fait que des minorités se sont affirmées. Minorité ne veut pas dire quelque chose au sens quantitatif du terme. Je vais le décliner. Les ouvriers au XIXe siècle, le monde du salariat, les travailleurs, les fabriques, etc., ils étaient socialement grandement majoritaires dans les villes. Mais ils étaient une minorité politique. C'étaient des bons bourgeois éclairés, progressistes, qui parlaient en leur nom, qui, n'étant pas prisonniers de leur origine sociale, avaient des visions généreuses. C'était ce qu'on appelle les démosoques. Ils étaient démocrates et sociaux. C'étaient les marianeux. C'est comme ça qu'on les appelait. C'était ces gens qui se battaient pour une république démocratique et sociale. Car la République, c'est un mouvement, elle a des adjectifs. Elle n'est pas figée comme le passé antiquaire. Il a fallu un siècle pour que ce mot d'ordre des républicains du XIXe siècle soit dans notre Constitution. Depuis 1947, dans notre Constitution, nous sommes censés être une République démocratique et sociale, donc de mouvement permanent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au milieu du XIXe siècle ? Il y a ce qu'on appelle l'appel des 60. Ce sont des ouvriers très respectueux de ces élus, ou avocats, médecins, autres, qui disent « c'est très bien que vous défendiez nos droits, c'est très bien, mais s'il vous plaît, nous, on a l'expérience de notre propre vie. On aimerait pouvoir parler nous-mêmes pour nous-mêmes. On aimerait que certains d'entre nous nous représentent. » Et donc c'est le début de ce qu'on appelle, ensuite ça s'appelle le syndicalisme, le mouvement socialiste, le mouvement social. C'est le premier, l'appel des 60. Ils disent « nous sommes considérés comme une minorité politique et nous voulons exister par nous-mêmes ». On fera peut-être des erreurs, on se trompera peut-être, mais d'abord, la première dignité, c'est qu'on puisse s'exprimer par nous-mêmes. Toute l'histoire des conquêtes sociales commence comme cela.
Alors que, et avec des épisodes tragiques, rappelez-vous, sur la Deuxième République, où la République, en 1848, fait tirer pour ses ouvriers, sur ses ouvriers. Et c'est comme ça qu'un député que j'aime bien, qui était de la gauche de cette Deuxième République, le député Baudin, va être un symbole, parce qu'il va mourir sur la dernière barricade de résistance au coup d'État de Napoléon III, le 3 décembre 1851, et il va mourir, c'est tout près des locaux de Mediapart, rue du Faubourg Saint-Antoine, parce que les ouvriers le regardent en se moquant, en disant « Ah, hein, vous nous avez bien fait tirer dessus ». Alors il y avait des provocateurs, probablement. Hein, maintenant, vous voulez notre soutien, il est là avec son écharpe et tout. Ils parlent des émoluments des députés, des parlementaires. C'était un type très bien, un médecin des pauvres, formidable et tout. Député de l'Ain, Alphonse Baudin. Et du coup, il monte sur la barricade, il a 40 ans. Il dit « Ah bon, prenez comme ça, ben vous allez voir comment on meurt pour 20 francs par jour ». Il meurt. Geste inutile, mais geste, et on en revient sur l'idée des vaincus, qui sera essentiel pour la suite. Baudin est au Panthéon aujourd'hui. Parce que c'est, sous l'Empire autoritaire, c'est la pétition pour le monument à Baudin qui permettra de faire les premières réunions par des banquets, quand les partis politiques étaient interdits. Et ce sera fait par Delescluze, l'homme qui fera le réveil et qui mourra, lui, sur une autre barricade, les dernières barricades de la Commune de Paris. Alors, je fais ce détour pour dire, voilà, ce moment où le mouvement ouvrier, il est né de ça. De cet acte premier, minorité, qui bouscule. Et je prends un deuxième exemple, les droits des femmes. Les femmes, y compris encore aujourd'hui, alors qu'elles sont la majorité plus une, pourrait-on dire, de l'humanité, les femmes ont été construites sur une très longue durée en minorité politique. Il faut rappeler aux plus jeunes que, encore dans les années 60, quand moi j'arrive à l'adolescence, une femme n'a pas son chéquier, n'a pas, etc. Et encore moins, évidemment, la maîtrise de son corps, le droit, voilà, de ne pas être soumis au simple pouvoir, au pouvoir masculin millénaire. Bon, c'est une longue conquête, fragile, mais c'est une conquête qui s'est faite aussi par l'affirmation de minorités. Les groupes femmes, le mouvement féministe, des gens qui se réunissent entre femmes, qui disent comme les ouvriers, on aimerait discuter entre nous, on aimerait parler entre nous, et on va faire levier de ça. Aujourd'hui, c'est une évidence, c'est même une vulgate dominante, mais ça a été une bataille très dure. Je peux prendre un autre exemple. Nous avons donc colonisé. Et à un moment, les peuples ont dit, mais non, on veut nous-mêmes faire notre chemin. Vous avez des beaux principes, là, les droits de l'homme, etc., mais et nous? C'est le texte d'Aimé Césaire, après le discours sur le colonialisme, où Aimé Césaire dit « le paternalisme colonial, on connaît, mais on connaît aussi le fraternalisme. Le grand frère qui dit « tu sais, moi, je vais t'amener vers les Lumières ». Et c'est là où Césaire dit « non, l'heure de nous-mêmes a commencé. On a le droit de faire notre chemin nous-mêmes. Et on va, du coup, mettre à l'agenda de nouvelles questions. » Et nous citons aujourd'hui tous ces auteurs comme des références de l'histoire, non seulement de la poésie, Césaire est un immense poète, mais de notre langue, comme nous citons Chamoiseau, Laferrière et d'autres, qui ont fait ce chemin-là. Et vous voyez bien que je peux continuer jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes qui se sentent discriminés, racisés, disent-ils, et qui disent, nous aimerions nous organiser, nous aimerions nous défendre. Nous aimerions, il n'y a pas besoin de nous prendre comme le grand frère par la main. Nous sommes victimes de discrimination parce que nous affirmons notre croyance musulmane. Nous sommes victimes de discrimination par notre couleur de peau noire. Nous aimerions nous organiser nous-mêmes. Nous ne sommes pas racistes, nous n'excluons personne. Mais au contraire, nous prenons ce combat universel comme d'autres, les ouvriers, les femmes. Mais d'abord, laissez-nous le faire, nous-mêmes. Et mettre à l'agenda des choses. Je pourrais multiplier encore les exemples. Vous avez sur nos écrans 120 battements par minute. Et vous voyez comment, par rapport à l'indifférence vis-à-vis de la pandémie du sida, aujourd'hui, c'est un prix à Cannes, c'est une évidence. Mais dans les années 80 et 90, ça ne l'était pas. Eh bien, les homosexuels, les gays, les lesbiennes se sont organisés avec ACT UP. Ils ont fait de la politique à la première personne, comme ils disent dans le film.
être les experts de sa propre vie, et se battre pour cela, et provoquer, et ils provoquaient. Mais aujourd'hui, leur provocation a fait faire un chemin. Elle a permis que dans la relation du malade au patient, on se pose des questions, et que le malade puisse être du malade au médecin, pardon, du patient au médecin, pardon, on puisse avoir une autre relation, une autre maîtrise. De la même manière, ça a permis d'actualiser les questions des laboratoires pharmaceutiques, des combats là-dessus, de la richesse que pouvaient avoir les laboratoires pharmaceutiques avec la mise en marché d'un médicament dont l'efficacité n'était pas forcément utile, d'avoir le point de vue, l'expertise des patients. Je vous rappelle tout ça pour dire combien par rapport à tout ce que nous avons vécu, et aussi bien dans la bouche de gens de droite que de gauche, ça n'a pas d'étiquette. Combien pour moi, être du côté de ce long chemin de l'émancipation, c'est être dans ce rendez-vous avec d'autres qui viennent nous bousculer, d'autres qui viennent nous questionner. Je pense vraiment que la question de l'autre, c'est la question de soi-même. Je vais dire des choses que dans tout langage, dans toute culture, on peut comprendre, que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas, qui sont partagées aussi bien dans l'antique philosophie grecque que dans les cultures monothéistes, que dans l'humanisme des Lumières. La question du lointain est celle du prochain. C'est en ayant le souci de cet autre qui me bouscule, qui est différent, qui n'a pas la même histoire, la même origine, etc., qui peut être rue dans les brancards, mais c'est en ayant ce souci-là que j'ai le souci de moi-même. Car si je ne suis pas capable d'avoir ce souci-là, je ne saurais plus avoir le souci de ma propre humanité. Je me laisserais me déshumaniser et je n'aurais plus le souci de moi-même. C'est ça l'histoire de la tragédie européenne d'il y a un siècle, quand on a commencé à se barbariser les uns les autres et à créer des hiérarchies d'humanité. Au bout d'un moment, on n'est plus au rendez-vous de sa propre humanité. On tourne la tête. Le danger, ce n'est pas le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. C'est ce moment où l'on installe l'indifférence et où on s'éloigne du commun. Car c'est quoi le commun? Qu'est-ce qu'on a en commun derrière toutes nos histoires? C'est cette question de l'égalité. Et c'est quoi notre adversaire qui va utiliser la question du bouc émissaire? Et il y en aura toujours un. C'est la poupée gigogne. On en prend un selon le contexte idéologique dominant du moment, et il peut varier d'un pays à l'autre, parce que cette question des minorités, on peut la décliner ici, mais évidemment, je pourrais la décliner, je l'ai écrit, sous d'autres latitudes, sous d'autres régimes, dans d'autres cultures. Le souci, regardons ce qui s'est passé évidemment tout autour de nous. Et c'est quoi les poupées gigognes de ces gens-là? On prend un bouc émissaire, qui va avec les peurs dominantes du moment, qui va avec l'actualité dominante du moment, qui va parfois avec la longue durée du préjugé. L'antijudaïsme chrétien a permis cette accélération criminelle de l'antisémitisme moderne à partir de l'affaire Dreyfus et de la fin du XIXe siècle. Comme une longue durée de mépris colonial peut être le terreau d'une accélération d'un préjugé global contre les musulmans à partir du contexte terroriste. Les musulmans de notre pays sont comme nous vis-à-vis des attentats, ils en sont autant victimes et ils n'en sont évidemment pas comptables plus que nous en tant que musulmans dans leur diversité. Alors, notre adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Notre adversaire, c'est simple, et j'ai cité Joseph de Metz tout à l'heure, j'aurais pu citer Charles Maurras. Notre adversaire, et il peut avoir des auteurs talentueux, il peut avoir même des postures médiatiques, on en entend certains aujourd'hui, voire journalistiques, publicistes diverses. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nous ne naissons pas libres et égaux en droit ». C'est pas vrai. Nous sommes inégaux. Pas différents, nous sommes inégaux. Et des cultures sont supérieures à d'autres, des croyances sont supérieures à d'autres.
des civilisations, des sexes sont supérieurs à d'autres. Monsieur Zemmour n'aime pas les musulmans, mais il n'aime pas plus les femmes, hein, au passage. Je veux dire, si elles se prétendent, sont égales. Et donc, cet adversaire, c'est celui qui est du côté de l'idéologie de l'inégalité. C'est l'adversaire historique de ceux qui ont fait qu'on ait une république, etc. Donc nous, notre question, c'est comment on fait vivre cet imaginaire de l'égalité. Et comment on le fait vivre en étant au rendez-vous de ces causes communes de l'égalité. Car évidemment, prendre le bouc émissaire principal et nous dire le plus important, c'est de taper sur le bouc émissaire principal. Et c'est pour ça que je parle de poupée gigogne. Eh bien, c'est installer la culture de l'inégalité. Et après, c'est en cascade. Et après, c'est en cascade, dans l'inégalité sociale, dans l'inégalité entre les origines, entre les sexes, et on l'a bien vu dans ces politiques régressives, dans ces idéologies régressives. C'est commencer à banaliser, à rendre naturelle l'idée que l'inégalité, qui n'est pas la différence, qui est simplement le fait qu'il y a des inégalités naturelles qui sont bienvenues et que l'on doit respecter comme telles. C'est évidemment déconstruire tout l'idéal démocratique, dans sa radicalité essentielle, dans ce que je vous ai dit, ce moteur de l'égalité qui sera toujours un mouvement. Et c'est bien ça qu'on voit dans toutes ces tentations de pouvoir identitaire, autoritaire et inégalitaire qu'il y a autour de nous dans nos moments de trouble et de transition. C'est de naturaliser cette idée de l'inégalité. Et nous, qu'est-ce qui nous revient dans ce cas-là? Nous tous, là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous vivons, c'est de faire vivre cette question de l'égalité. Ce qui veut dire, un livre qui a eu beaucoup de succès en Allemagne, sort en français de Caroline Emke, une journaliste grand reporter. Il s'intitule « Contre la haine ». Il a eu le prix des libraires. Elle vient de faire une interview chez nous où elle explique pourquoi, selon elle, le poids de l'extrême droite aux dernières législatives allemandes n'est pas lié à la question du million de migrants qui a été accepté par la société allemande. Mais elle dit au début de son livre quelque chose de très fort. Ce lait. Comment la haine, ce qui la banalise, c'est de fonctionner au lait. L-E-S. Les musulmans, les juifs, les États-Unis, les médias, les ceci et les cela. Je pourrais continuer. Et je dis, ça m'a beaucoup parlé parce que je pense que notre travail, notre responsabilité à nous, journalistes, c'est justement d'instiller ce doute du divers, de la nuance, de la précision, de l'individualité. Il n'y a pas un bloc. Il y a toujours du divers et de la complexité. La haine ne peut pas douter, nous dit-elle. Et pour qu'elle ne doute pas, il ne faut pas qu'elle voie du détail, qu'elle voie du camailleux, qu'elle voie du divers. Il faut qu'elle ne voie plus qu'un bloc. Et comme ça, elle ne voit plus d'humanité. Elle ne voit plus d'humain. Et elle, ceux qui l'adoptent, elle se déshumanise. C'est ce que disait Césaire en parlant dans son discours sur le colonialisme. Il disait, mais celui qui voit l'autre comme un barbare, c'est lui qui est en train de se barbariser. C'est lui qui, du coup, va dire, c'est des barbares, il faut les exterminer. Et il ne voit pas la complexité de ce qu'il a en face de lui-même. Nous le voyons dans toutes les enquêtes de terrain que nous faisons, nous, journalistes. Ceux qui font leur travail, sur les jeunes qui deviennent djihadistes. Ces jeunes qui épousent une idéologie totalitaire au point de devenir des meurtriers, évidemment. Des assassins, et ils doivent répondre de leurs actes, évidemment. Mais quand on voit l'itinéraire de ces jeunes, on voit une autre complexité. On voit la question d'une société qui ne donne pas d'espoir, sinon celui du chacun pour soi, de la compétition, de l'enrichissement, de la consommation, pas d'idéal. Alors, ça ne les excuse pas. Comprendre, ce n'est pas excuser. Mais c'est essayer de voir le ressort. Ce ne sont pas des barbares. Je l'ai dit, et évidemment, dès qu'on dit ça, le préjugé vous tombera dessus sur les réseaux sociaux. Ces jeunes sont des enfants de chez nous. C'est notre histoire. Ce n'est pas les excuser de dire ça, c'est de dire qu'ils ne sont pas extérieurs. Ce ne sont pas des barbares qui nous sont extérieurs, même si leurs actes sont barbares. Et si on commence à penser que ce sont des barbares qui nous sont extérieurs, nous-mêmes,
on va devenir des barbares. On va se dire, il faut lâcher les amarres. Et c'est ce que nous faisons. Nous y sommes, mes amis. Et c'est terrible que nous soyons si peu au rendez-vous de cela. Que nous tous, nous soyons si peu mobilisés par tout cela. Il y a une forte actualité sociale sur la casse du Code du travail, sur le budget, qui est un budget d'inégalité dans la répartition des richesses et qui profite à une minorité d'ultra-riches. Mais au même moment, mes amis, il y a la 12e loi en 14 ans sécuritaire, une loi antiterroriste. Cette loi antiterroriste, c'est la pire de toutes. Elle fait entrer dans le droit commun, les mesures de l'état d'exception. Et non seulement elle les fait entrer, mais elle les étend. Je vais vous en donner 2 exemples. Au prétexte du terrorisme, extension du droit et de la pratique pour les forces de police, de sécurité, de pratiquer le contrôle au faciès. Ça ne vise pas les terroristes, ça vise les réfugiés. Extension en termes de périmètre, extension en termes de lieu, du fait de contrôler quelqu'un sur son apparence, sa couleur, etc. Nous avons documenté, et l'historien Patrick Veil l'a repris dans un article où il compare ces mesures au code de l'indigénat. Et Patrick Veil est un mesuré, ce n'est pas un islamo-gauchiste échevelé. Et évidemment que ça va viser dans la pratique des jeunes de notre jeunesse qui vivent cette injustice totale dans le rapport à l'autorité et à l'État d'être contrôlés à raison de leur apparence, de ce qu'on suppose de leur identité culturelle. Et nous avions démontré avec des chercheurs du CNRS qu'aujourd'hui, en plein, c'était à l'époque le plan Vigipirate, dans le métro de Paris, eh bien, si on a la peau noire ou basanée, si on a l'air d'un musulman, si on est un peu trop visiblement jeune, avec des crêtes et des choses comme ça, parce que ça vise aussi la minorisation politique de la jeunesse, eh bien, on est contrôlé 13 fois plus, 11 fois plus, etc., qu'un type qui a mon allure, par exemple. Encore qu'avec la moustache. Voilà. Bon. Et donc, je vous donne cet exemple-là. À l'occasion de ça, on dit terrorisme et on fait passer ça qui est au cœur. Je rappelle que c'était la proposition 30 des 60 propositions du candidat Hollande, tué immédiatement après par son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Puis un deuxième exemple, le Sénat. Le Sénat, et je crois que vous avez des sénateurs par ici, le Sénat, dans sa haute sagesse, a rectifié un article de cette loi qui étant, comme on fait passer dans le droit commun, vous savez ce que ça veut dire, l'état d'exception, c'est cette idée que c'est l'autorité administrative, le préfet, des fonctionnaires qui ont aussi des préjugés, qui peuvent avoir des idéologies, hors de tout contrôle judiciaire, qui ont le droit d'assigner à résidence. Là, en l'occurrence, ça permettra d'assigner pendant 1 an, dans le droit commun, sur des soupçons, pas des preuves. Parce qu'autrement, on mettrait les gens en prison, on les condamnerait. Non, on pense que celui-là, il est dangereux, c'est ce qu'on faisait pendant la guerre d'Algérie et d'autres. Et bien celui-là, on l'assigne à résidence. Hors de tout contrôle. Uniquement dans le cadre administratif. Et donc, il y a une extension de la possibilité de fermer des lieux de culte. Avec l'idée que dans ces lieux de culte, et ça arrive en effet, puisse être fait de la propagande, des appels au meurtre, des prêches qui soient des incitations allant dans le sens d'actes terroristes. Mais dans l'énumération qu'avait mis le ministère de l'Intérieur, il y avait les idées et les théories. Pas une phrase, pas une parole. Des idées et des théories. Le Sénat a enlevé ça quand même. Il a dit quand même, voilà, idées et théories. Dans ce cas-là, beaucoup de gens que je vous cite là, vous voyez bien que ce qui leur serait arrivé au moment où ils ont exprimé. Eh bien, l'Assemblée l'a rajouté. Donc, voilà, demain, je ne sais pas moi, question qui partage, qui fait parfois excessivement polémique, alors qu'à mon avis, les droits des peuples doivent être égaux pour vivre en sécurité, pour vivre normalement, donc les droits du peuple palestinien. Eh bien, qui va juger quelqu'un dans une mosquée, va parler des droits du peuple palestinien qui sont déniés par l'État d'Israël, etc., par exemple, ou par les gouvernants actuels de l'État d'Israël?
Et d'autres, voilà, vont dire, ah ben ça, c'est une idée, une théorie qui peut amener à la violence. Qui seront les gouvernants de demain? Qui seront ceux qui utiliseront ces dispositions et qui diront les idées et les théories? Pour avoir écrit un livre qui aurait pu s'appeler « Contre la haine » ou « Pour l'égalité » pour les musulmans, pour beaucoup de gens, je suis un islamo-gauchiste. Un philosophe, parce que nos temps perdus font que des gens sont bien égarés, qui s'appelle Pascal Bruckner, qui est très médiatique actuellement, a expliqué très benoîtement que Mediapart est entre les mains des frères musulmans. Bon, donc s'il y a 85 salariés, nous faisons tous notre prière, vous savez, 5 fois par jour, bon, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, demain si ce Bruckner dit ça, mais demain, un pouvoir politique pense comme M. Bruckner, il va dire, mais là, il y a des idées et des théories. Vous voyez bien, c'est un poison terrible. Mais je voudrais vous parler d'autre chose, en plus. Nous venons de mettre en ligne aujourd'hui le nouveau projet de loi, énième aussi, sur les migrants et les réfugiés. On pourrait dire que c'est une loi anti-migrants. C'est la pire de toutes. Ni Nicolas Sarkozy, ni Manuel Valls et d'autres ministres de l'Intérieur n'avaient osé faire ça. Et là, je voudrais nous interpeller tous. Parce que quand même, il y a une vraie question. Nous nous sommes projetés sur le monde. Nous sommes allés chez les autres. Nous avons fait notre richesse humaine, matérielle, d'avoir été chez les autres. Nous savons bien que nous sommes désormais un monde interdépendant. Nous savons bien que dire on va faire le tri entre réfugiés politiques et migrants économiques est un leurre. Tous les savants de la question migratoire nous l'expliquent. C'est une imbrication totale entre les désordres guerriers, entre les injustices économiques, entre les dérèglements climatiques, entre les dénis démocratiques. C'est une humanité qui veut simplement vivre dignement. Elle frappe à notre porte. Et vous voyez bien le poison qui s'est installé. Nous sommes en dehors de quelques initiatives de la société civile. Nous sommes dans notre débat public, dans notre mobilisation dans les rues. Nous sommes largement indifférents. 15 000 manifestants à Barcelone cette année sur la question des migrants. Pas le 10e de ça chez nous. Et c'est notre maire commune. Quand le président de SOS Méditerranée, qui est un marin, s'exprime dans Mediapart, c'est un armateur, il a la Légion d'honneur en boutonnière, il est officier de la Légion d'honneur. Ce n'est pas un irresponsable. Il a fait l'Aquarius qui fait ce que les États ne font pas, sauver des gens. Et il parle en marin, il dit, nous un marin, quand quelqu'un se noie, on le sauve, on ne lui demande pas s'il a des papiers d'identité, s'il est un réfugié politique, un migrant économique. C'est ce qu'on fait, nous. Quelqu'un se noie, on le sauve. Et à ce moment-là, sur le même ton, il dit, bon, ben nous, ce qu'on fait, on sauve notre âme. On sauve l'âme de l'Europe. Et je crois que ces mots dits simplement sont vrais. C'est une vraie épreuve morale pour nous. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de ce que nous savons est une question durable. Comment? Qu'a fait l'Europe? Au début, il y avait les printemps démocratiques, contre-révolution depuis, nous savons tous ça, à part la Tunisie. On a fait Mare Nostrum, c'était les Italiens qui sauvaient, la marine italienne sauvait des gens. L'Europe a dit aux Italiens, ça fait appel d'air. Donc fermez Mare Nostrum. Et on fait quoi? Frontex. On ferme. 40 000 personnes sont mortes d'avoir voulu frapper à notre porte depuis 2000. 40 000. Simplement d'avoir voulu venir chez nous. Sont mortes de ça. Des gens qui ne nous avaient pas agressés, qui ne voulaient pas de mal, qui voulaient simplement vivre dignement. Et qu'a-t-on fait depuis? On a dit, Monsieur Erdogan, vous allez nous traiter ça. On lui a donné de l'argent. Du coup, Monsieur Erdogan, il a eu en plus de l'argent, quoi? Le silence. L'indifférence par rapport à ce qu'il fait à son propre peuple dans la brutalisation de la démocratie en Turquie. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, après en avoir nous-mêmes été responsables? Vous vous souvenez de cette histoire en Libye? On dit on va faire ça avec la Libye, qui est un État sans dessus-dessous, où toutes les ONG documentent les atteintes, mais physiques, d'une grande violence faite aux migrants, dont beaucoup de mineurs isolés, et on va demander à ce semblant de pouvoir libyen de sous-traiter tout cela. Vous voyez bien que là, il y a une question, pour moi,
fondamentale. Vous savez, il y a des longues durées. Ici, cette ville a une histoire grecque, vous savez, à l'origine. Comment ? Je sais, j'ai suivi toutes les mobilisations. Et ma première passion avant de devenir journaliste, c'était que je voulais être archéologue. Alors, je fais une autre forme d'archéologie, mais bon. Eh bien, dans le panthéon grec, polythéiste, Zeus, le dieu des dieux, et il faudrait bien qu'un Jupiter l'entende, version romaine, il a plusieurs visages. Et il a un visage qui est Zeus hospitalier, le dieu de l'hospitalité. Et qui dit cette chose élémentaire, mais qu'il y a dans toutes les cultures humaines, car on ne naît pas raciste, on ne naît pas xénophobe, on ne naît pas dans la haine de l'autre. Ce n'est pas vrai. C'est une construction qui se fait. J'ai reçu d'un lecteur de Mediapart mon premier article dans un journal. J'avais 6 ans et demi, ça s'appelait Pipolin. J'étais en Martinique. Et c'était un concours de dessin et il fallait dessiner sa famille. Angela Davis, et c'est comme ça que j'ai son portable, m'a demandé ce dessin pour le montrer à ses étudiants. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai dessiné ma famille sur une plage avec des cocotiers et ma famille, elle est noire. La ligne de couleur, l'enfant, il ne l'a pas, cette ligne de couleur, color line, comme on disait dans tous les combats pour les droits civiques. Cette idée qu'il y a blanc et noir, cette construction, ce que disait Baldwin, tu me dis, moi, le nègre, mais de qui tu parles ? Moi, je ne suis pas le nègre. C'est toi qui as un problème, là. Et donc, je dis ça juste au passage, et je reviens à Zeus hospitalier. Quand je dis c'est une vieille histoire, Zeus hospitalier, c'est le fait de dire, si un mendiant, un va-nu-pied, un gueux frappe à ta porte, attention, hein, mon vieux, tu ne lui ouvres pas la porte. Mais tu vas peut-être fâcher les dieux. C'est une façon de rappeler que, et on pourrait le traduire, si nous ne sommes pas au rendez-vous des solidarités-là, avec eux, aux autres, aux lointains, nous ne saurons pas défendre les solidarités entre nous, chez nous. Tout comme nous disions, un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre. Et donc, dans Zeus hospitalier, dans Ulysse, dans l'Odyssée, quand Ulysse il arrive à Ithaque, avant de massacrer les prétendants, ce qui est une scène un peu sanglante, mais il s'est fait maquiller, habillé, il a l'air vraiment d'un va-nu-pied. C'est un puissant, Ulysse, et il voit tous les puissants qui le traitent. Le seul qui l'accueille, c'est le porcher, qui sont mauvais comme ces porcs-là. Et Ulysse lui dit, mais t'es le seul, et pourquoi ? Et l'autre lui dit, étranger, si je dois le faire, et je le ferai pour plus malheureux que toi, parce que c'est Dieu, c'est Zeus. Et c'est là où quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, grand résistant, grand philosophe, grand helléniste, nous dit que nous sommes là au cœur de cette question que l'homme est un pont. C'est un pont, l'homme. Ce n'est pas un mur, l'homme. Et si nous laissons se créer une culture du mur, nous déshumanisons notre propre humanité. Je suis trop long, je vais terminer. Ce que je voulais vous dire, en somme, c'est que derrière cette question, histoire, mémoire, la relation au monde, se pose une question que nos politiques, ils font des discours, ils ont des mots, y compris, il y a eu des très beaux mots sur les réfugiés de M. Macron à l'ONU. Et au même moment, il y a la pire loi sur les réfugiés. Donc ils ont souvent fait comme ça. Moi, je voudrais vous parler d'autre chose qui n'est pas des mots, qui est comme ce que j'appelle l'imaginaire. Je pense que nous avons besoin d'un imaginaire commun. Un imaginaire, pour moi, c'est comme un horizon. L'horizon, on ne l'atteint jamais, mais c'est ce qui fait qu'on va grimper une montagne, qu'on va chercher un point de vue, qu'on va s'élever, qu'on va sortir du marécage, qu'on va aller au-dessus de nous-mêmes, au-delà de nous-mêmes. Les combats de l'émancipation, de ce point de vue, ont une dimension spirituelle, que l'on croit au ciel ou non. Et je ne suis pas croyant. Parce que nous cherchons un au-delà de nous-mêmes. Nous cherchons justement à pouvoir bouger, à pouvoir nous déplacer, à ne pas nous résigner. C'est pour ça que la jeunesse, souvent, est au rendez-vous de ces ébranlements. Et donc, cet imaginaire, pour moi, je le nourris de ces mots, de créalisation, d'identité-relation,
que m'ont transmis tous ceux dont je vous parlais, Glissant et Césaire. Mais je voudrais terminer par l'un d'entre eux. Je l'ai cité tout à l'heure, Frantz Fanon, l'homme des damnés de la terre. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. C'est une des dernières phrases de Peau noire, Masque blanc, son premier livre. Cette idée que, voilà, on doit pouvoir faire son chemin. Et sans qu'un grand frère me dise à sa place comment je dois le faire, on doit pouvoir faire son chemin. On doit pouvoir inventer son chemin. Et le chemin des causes communes, c'est cela. C'est de comprendre qu'on fera, et c'est le lien entre le nous qui rejette des injustices, qui proteste, le non plutôt qui rejette des injustices et qui proteste, et le nous que nous avons à construire, ce nous des causes communes, c'est le fait de se dire, si je ne suis que sur ma cause, que sur mon intérêt, je ne ferai pas chemin vers le nous. Et si je veux que ma cause progresse, je dois aussi faire chemin vers la cause d'autres. C'est comme ça qu'on ébranle une société, c'est comme ça qu'on lui fait partager des idéaux communs. Je voudrais terminer en vous citant une personne qui m'a accompagné pendant toute cette récente période et qui, pour moi, dit ce qui nous revient. Je pense que chacun, vous avez vos sensibilités, vos interrogations politiques ou non, mais je pense que d'abord, nous avons rendez-vous avec nous-mêmes, là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous vivons. C'était le message de Stéphane Hessel dans Indignez-vous. Nous sommes une société d'individus, nous avons gagné ça. Nous ne sommes plus possédés par le clan, par la famille, par la commune. Nous avons le droit de nous émanciper. Mais du coup, ce droit individuel que nous avons conquis nous oblige, nous requiert. Cette liberté nous requiert. Et elle nous requiert pour l'intérêt commun, pour ces causes communes, de faire ce chemin-là, cette responsabilité-là. C'est quelque chose d'essentiel. Et pour moi, c'est d'abord nous, la société, qui devons faire cela. Avant de chercher des raccourcis politiques, électoraux, c'est comment la société construit ce rapport de force. Et comment elle se construit dans les causes communes. C'est très bien de se battre sur le code du travail, mais sans oublier ceux qui sont discriminés pour leur origine ou pour leur croyance. C'est très bien de se battre sur la discrimination qu'on ressent ou qu'on vit, sans oublier des causes sociales sur l'habitat et d'autres. Et c'est très bien, et ainsi de suite, sur d'autres qui sont discriminés à raison de leur sexualité, gays, lesbiennes, et ainsi de suite. Quoi qu'on en pense, quoique chacun, on a tous des préjugés et des hiérarchies. Mais l'injustice faite à un ou une seule à raison de ce qu'il est une injustice faite à toute l'humanité. Alors, ce qui m'a accompagné comme un talisman, je le cite toujours, et donc vous n'y échapperez pas, qui a été... C'était un clin d'œil à l'histoire, parce que c'est un historien qui m'a fait redécouvrir ça, que j'avais oublié, et qui fait écho à Mediapart, car c'est au moment où Victor Hugo, dans Les Misérables, et c'est Patrick Boucheron, qui est rentré au Collège de France, qui, dans sa leçon au Collège de France, dans sa leçon inaugurale, cite cela. Pour dire un peu, justement, l'histoire et sa responsabilité. Il n'y a d'histoire qu'au présent, phrase de Marc Bloch, le fondateur de l'École des Annales. Et donc, quand il parle de Gavroche dans Les Misérables, et pour moi, Gavroche, c'est notre logo à Mediapart, le crieur des journaux, le petit gamin malin qui résiste, habile, qui s'est passé entre les gouttes, mais qui crie les nouvelles, qui prend quelques exemplaires, qui dit, voilà, c'est notre logo, le crieur, le journal dans la société. Et c'est à ce moment-là que Victor Hugo dit cela, qui est d'une modernité formidable et qui nous requiert, qu'il s'agisse des migrants, qu'il s'agisse des réfugiés, qu'il s'agisse des autres, de notre diversité, bref, de nous-mêmes. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Merci et pardon d'avoir été un peu long.
Merci beaucoup. Il nous reste un petit quart d'heure pour échanger. Attendez d'avoir le micro, parce que sinon, personne n'entendra votre question. Je vous propose qu'on prenne une suite de questions de manière à ce que M. Plenel puisse réagir après. Merci. Simplement, bon, tout était formidable dans tout ce que vous avez dit. Une petite précision tout de même, le capitaine du SOS Méditerranée n'est pas un armateur, c'est un marin. Le président de l'association. Ah pardon, excusez, j'ai mal entendu. Je parlais du président de SOS Méditerranée. Bien sûr que le capitaine, c'est un marin. Et il faut dire qu'il a, il a pensé à son âme quand il a vu un jour à bord du bateau où il était marin, le capitaine se détournait de gens qui allaient se noyer. Et c'est ça qui l'a amené à fonder l'Aquarius. Et l'Aquarius est parti de Marseille au Mucem. Au Mucem, la salle était pleine aussi. Bon, deuxièmement, ce que je voulais vous dire, oui, je suis d'accord avec tout. J'ai été quand même un peu troublée par l'histoire des les. Parce que pour moi, je reste une vieille marxiste quelque part, et dire, moi, il y a les dominants et les dominés. Je ne les ai pas entendus dans ce que vous avez dit. Raymond. Puisque vous êtes un grand lecteur, merci de tout ce que vous avez dit, qui est génial, comme tout ce que vous faites d'ailleurs. Je vous admire beaucoup. Je voudrais compléter publiquement par une conférence que j'ai eu le plaisir d'entendre hier et avant-hier, parce que je l'ai entendue 2 fois. Et elle a lieu demain encore au Mistral, boulevard Camille Flammarion, sur l'importance de l'entre-deux-guerres, sur les chrétiens, les relations entre les chrétiens et les musulmans, et le dialogue islamo-chrétien. C'est de Rémi Kokanas. Moi, je trouve ça génial. C'est tout simplement génial de voir combien le colonialisme a eu un effet néfaste et combien maintenant l'Église s'en repent sur le plan politique et sur le plan chrétien. Et deuxième livre de Marie-Françoise Colombani et de Tarek Obrouk, leur dialogue et la façon dont nous stigmatisons, nous, le voile, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, Pascal, je suis d'accord avec vous que Pascal Bruckner exagère, je suis d'accord avec vous, à 100%. Bon, parce que mais les philos, ils exagèrent tout le temps, là, c'est leur tiroir caisse. Bon, alors, je veux dire, parce que là, je voudrais savoir, comme dit Onfray, alors un musulman qui est contre sa religion, comment il fait? Alors, il devient à blâmer, comme dit Onfray. Hein, vous voulez réunir, alors, les gueux, les gays, les musulmans, les chrétiens, à gauche, les bouddhistes, les pantoufles, les bottes, ça fait pas un peu trop, non? Parce que là, je veux dire, on voit les Rwangas, en Birmanie, on voit les gentils bouddhistes. Tout le monde croyait que les bouddhistes étaient gentils. En fait, ils ne sont pas trop gentils. Hein. Et je vous signale, monsieur, qu'en Russie vient d'être montée la statue de Kalachnikov et un prêtre l'a béni. Hein, je vous le signale. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est juste un témoignage, ce n'est pas une question. C'est que lorsqu'on a quelqu'un qui dort dans la rue en bas de chez soi, c'est intolérable. Lorsque on part, moi je reviens d'Algérie, j'ai fait une semaine, je vois beaucoup de Maliens au milieu de la rue. Alors à un certain moment, c'était l'approche de l'Aïd, le Croissant Rouge commençait à demander de l'argent. J'ai dit, je sais où je vais le donner. Il y a beaucoup de Maliens dehors en famille et on distribue l'aumône, c'est facile. Ce qui est intolérable, et ce que moi je suis originaire d'Algérie, j'ai vécu l'école algérienne et l'école française, et aujourd'hui, c'est sur la décolonisation, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais vous, je suis sûr que vous le savez, ça a été un génocide culturel, et c'est une colonisation génocidaire. On le sait très très bien. Mais au niveau culturel, c'est pire. C'est qu'aujourd'hui, c'est que même les enfants d'origine algérienne ou qui sont français ne savent plus où ils en sont. Et si vous parlez juste un mot en arabe correctement, ils rigolent comme les autres. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, s'il y a des djihadistes ou s'il y a des problèmes dans les quartiers,
c'est que tout le monde est responsable. Tout le monde. Voilà, merci beaucoup et merci pour votre intervention. Bonsoir, merci pour l'intervention. Juste pareil, j'ai un peu le sentiment qu'on a tapé, et tant mieux, hein, sur les fachos, mais on n'a pas mis assez en avant les dégâts du libéralisme. Et en ce moment, je pense que c'est aussi une question d'actualité, parce que moi je pense profondément que le libéralisme est la courroie de distribution au fascisme, ou l'inverse, je ne sais pas comment on peut le prendre, mais voilà, je m'interroge s'il ne faut pas combattre les deux à égalité, c'est le sens de ma question. Allez-y, Monsieur Plenel. Je vais essayer. Sur le lait d'abord, et le S. Bien sûr qu'il y a des classes sociales, des rapports de force, des dominations, des opprimés, des exploités. Mais cette histoire du lait, c'était une façon de dire que quand on est du côté de l'émancipation, on considère que, y compris ceux qui peuvent être de l'autre côté, peuvent échapper à cela. D'ailleurs, beaucoup de leaders du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste, venaient de milieux bourgeois, de familles bourgeoises. Faisons les biographies, on est dans le centenaire de la Révolution russe. Quand vous feuilletez les biographies, etc., ce n'étaient pas des moudjiks, des prolétaires, etc. Donc on n'est pas assigné à son origine, on n'est pas assigné à résidence. On peut faire ce mouvement-là. Je dis que c'est quelque chose de très important. Je vais vous dire quelque chose en essayant de ne pas me laisser émouvoir, parce que c'est quelque chose qui me saisit. Bon, tout ce que j'essaye de faire partager est profondément inscrit dans une histoire personnelle. Donc mon père est donc quelqu'un qui était un haut fonctionnaire et qui était un homme sans parti, et qui, bien que haut fonctionnaire, au lieu de garder in petto, comme pourrait le faire un haut fonctionnaire, son avis, à un moment s'est exprimé. C'était en 1959, en Martinique, il y a eu des émeutes dans le contexte, la guerre d'Algérie n'était pas terminée, à partir d'un incident raciste sur la place de la Savane, et 3 collégiens ont été tués alors qu'ils sortaient de l'école et ils n'étaient aucunement émeutiers. Et mon père était le patron de l'enseignement sur cette petite île qui était très loin. Il n'y avait pas les vols, le tourisme, il n'y avait pas tout ça. On était dans un autre monde, la Martinique. Et donc, il y avait dans cet autre monde, il y avait le préfet, le général, l'évêque et le vice-recteur, comme on disait. L'enseignement, la fédération des œuvres laïques, l'accès à l'école. Il était un très bon administrateur de ce point de vue. Et donc, dans le contexte de cette émotion, il a inauguré une école et il a dit, sur le flanc de la montagne pelée du volcan, là, il a dit « Je ne suis pas la France qui a tué ces enfants. Je suis une autre France. » Rapport, gendarmerie, enfin, vous devinez tout ça. Il a été rappelé et ses ennuis, qui ont été très durables, ont commencé à ce moment-là. Et quand la Martinique, parce que c'est un homme inconnu ici, maintenant il y a une école là-bas qui porte son nom, Alain Plenel, et quand la Martinique, pour ses 90 ans, lui a rendu hommage, Chamoiseau, que vous allez recevoir, m'a fait comprendre quelque chose et lui a fait comprendre quelque chose. Lui, il en a payé un prix long, lourd, c'est comme ça qu'il est parti en exil en Algérie et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et il était devant cet hommage. Et pour voir que les questions coloniales pèsent, il y avait les élus antillais, des intellectuels antillais, personne de l'administration n'est là, personne du rectorat n'est venu, personne de la préfecture n'est venu. Et il dit, écoutez, moi j'ai rien fait d'extraordinaire. C'est ce qu'il dit. Il dit, moi j'ai simplement dit des choses qui sont une évidence là-bas. Il y a eu un rapport, Benjamin Stora a rappelé dans un rapport d'historien ce qu'étaient ces émeutes, etc. Et là, Chamoiseau dit, mais... Et c'est ce que je voulais vous faire sentir en parlant de la ligne tout à l'heure. Il dit, mais il s'adresse à mon père et il dit, mais non, vous ne vous rendez pas compte. Pour nous, c'était impensable que quelqu'un qui était là dans cette administration avec la longue durée coloniale, il vienne comme ça vers nous, naturellement. C'était impensable. Et cet impensable, le fait qu'il se produise, nous a fait changer aussi. Ne pas être enfermé dans le sectarisme, dans l'idée parce qu'il est
de ce côté-là, il est forcément un salaud et une crapule. Comprendre le chemin d'humanité, c'est ça. Et vous voyez bien que c'est aussi une leçon que doit avoir la gauche, puisque comme les livres critiques sur la gauche du bilan de la Révolution russe, c'est qu'à un moment, on a considéré que d'être un bourgeois, c'était d'être potentiellement un criminel. Et que si on était un ouvrier, on avait le droit aux places, et être un fils de bourgeois, on n'avait pas. Et ainsi de suite. Et on interdisait l'école. On a créé de la haine de classe. Là où il y avait de la haine de race, on a mis de la haine de classe. Donc c'est des questions qu'on doit apprendre. Ce qui m'amène à l'interpellation. Bien sûr, bien sûr que le monde que nous contestons, c'est ce monde qui met la marchandise au cœur, qui met le profit au cœur, qui est le monde de la richesse détournée des nations, des paradis fiscaux, de tout cela. Et de cette finance sans frontières à nanosecondes avec les ordinateurs. Bien sûr que... Et Dieu sait si nous le documentons. Mais ce que j'essaye de dire, et qui est intéressant parce que ça ne va pas toujours de soi, ça va, par exemple, un courant comme Attac, qui est internationaliste, avec toutes sortes de courants européens, etc., en débat pas mal. Et qui est vraiment ma conviction, c'est que considérer que ce combat-là, parce qu'il serait prioritaire, fait que nous pouvons nous offrir le luxe de ne pas faire comme nous l'avons fait sur ces questions sociales et économiques, de ne pas faire de grandes mobilisations sur la question des migrants ou sur la question des libertés, eh bien, je pense que nous faisons cela, nous affaiblissons, voire nous scions la branche de ce combat principal. Les défenseurs des droits humains sont sidérés de la solitude qui est la leur. Les ONG sur la question des migrants sont sidérés. C'est-à-dire, il y a des bonnes volontés, il y a des actions, mais il n'y a pas cette pédagogie au sein de la société. Et qui est le lien au monde. Le lien au monde. Car comment combattre ce libéralisme si on n'accueille pas ceux qui sont les premières victimes autrement que nous des dégâts? Des dégâts économiques, climatiques, guerriers. C'est une question essentielle. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, et nous y sommes, sont les 5 premiers marchands d'armes du monde. Donc ceux qui peuvent faire leur veto au Conseil de sécurité, qui devraient essayer de faire que le monde soit mieux régulé, sont ceux qui, en tant que marchands d'armes, en alimentent les désordres. Et donc c'est aussi des questions... Donc pour moi, c'est ce que je veux dire en parlant des causes communes. Se dire la question sociale, économique est une question dominante et elle oublie l'individualité des causes. Quand on va dans une usine, par exemple, aujourd'hui en France, dans une entreprise de l'automobile, les questions dont nous parlons dans les médias, de la diversité, de la stigmatisation de nos compatriotes de culture, d'origine ou de croyance musulmane, ben elles sont là. C'est quoi notre classe ouvrière? Elle a toujours été faite de migration. Quand il y a eu les grèves de l'automobile en 82, 83, au moment où il y avait la marche qui est partie d'ici et que l'on a renvoyée au Douar en l'appelant la marche des beurs, alors que c'était, vous le savez, la marche pour l'égalité et contre le racisme. On est des citoyens, on est là, on a le droit. Au même moment, il y a une grève dans l'automobile, CGT. Et il y a les 3-8, et il y a toutes les revendications. Revendications sociales, revendications, etc. Et il y a des ouvriers, ils sont musulmans pratiquants. Et ils disent, moi je ne peux pas faire ma prière dans la graisse là, de la machine. Qu'est-ce que va dire le Premier ministre? Un brave homme, M. Pierre Mauroy, va dire c'est une grève islamiste. Pourquoi? Parce qu'il y a la révolution iranienne tout là-bas. Et donc c'était une grève islamiste. Et c'est comme ça qu'on crée des monstres, qu'on renvoie les autres. Et je souligne ça vraiment, parce que j'ai été interpellé sur le religieux là. Je ne suis pas croyant, je ne suis le premier plénel non baptisé, et je suis contre toute idéologie qui aliénerait ma liberté. Je dis bien toute idéologie parce que je ne pense pas que dans notre monde beaucoup plus laïcisé, il n'y ait que les idéologies religieuses pour aliéner ma liberté. Nous avons connu en Europe des idéologies sans Dieu qui ont aliéné la liberté de leur peuple. Des églises sans Dieu, avec leur inquisition, avec leur procès de Moscou, avec leurs grands prêtres.
dans l'Albanie d'Enver Hoxha, était interdit. Toute religion était interdite. Il avait appliqué le programme laïque radicalement. Mais il y avait un culte qui était autorisé, le sien. Et nous connaissons le résultat. Donc, je suis contre toute idéologie qui s'imposerait autoritairement à nos libertés, à ma liberté. Mais je ne suis pas dans notre monde où, attention, c'est la dialectique majorité-minorité que je soulignais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est majoritaire dans notre pays aujourd'hui? C'est ceux qui, quelle que soit leur origine, ne vont pas dans un lieu de culte, ne vont pas prier, font parfois un rituel, une fête religieuse en famille. Mais la majorité, nous sommes laïcisés. Donc, ça y est, nous sommes émancipés de tout ça, de cet obscurantisme, pourrait-on dire. Mais, justement, du coup, nous regardons avec hauteur ceux qui disent « Mais attendez, je suis ce que je suis, j'ai mon foulard, j'ai ma croyance, mais je suis comme vous, et j'ai le droit de faire mon chemin comme je le veux. » C'est pour ça qu'il y a des féministes musulmanes qui expliquent leur féminisme musulman, parce qu'elles sont aussi de notre époque. Et elles sont en même temps le soupir de la créature sans espoir, disait Karl Marx. Quand il disait l'opium du peuple, il ne voulait pas dire une phrase péjorative. L'opium, c'était le temps des romantiques, c'est que si je n'ai rien, si j'ai le désespoir dans mon quotidien, eh ben je peux une bouffée d'opium et je m'évade. Alors il disait, je préférerais qu'on n'ait pas besoin de s'évader, je vais trouver avec mon programme communiste autre chose. Mais il ne disait pas, il ne renvoyait pas à l'obscurité. Et ça, pour moi, c'est important de dire ça parce que on a parlé des chrétiens tout à l'heure. Je dis souvent, c'était quoi la loi de 1905? L'Église était conservatrice. L'Église était du côté de l'ordre non seulement dominant, mais y compris de l'extrême droite. Et qu'est-ce que fait la loi de 1905? Elle dit, vous pouvez venir au banquet de la République tel que vous êtes. Simplement, les religions ne peuvent pas s'imposer à la République. Mais la République respecte toutes les croyances, colonialisme oblige, on oublie les musulmans, mais on leur demande de venir se faire tuer en 14. Et c'est pour ça qu'il y a la grande mosquée à Paris, en remerciement du sacrifice. Les tirailleurs et tout ça. Mais on dit les trois cultes à égalité. Vous ne vous rendez pas compte. Et c'est un débat pour aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait subir dans le débat public sur l'islam. C'est-à-dire que c'était un gros mot quand même de dire à cette époque-là, catholiques, protestants et juifs, c'est pareil. Même droit. Même droit. Il n'y a pas. Allez, on sortait du Concordat, la fille est née de l'Église, il n'y a qu'une religion. Et la République dit, ben non, il y a des églises, parce que c'est la loi de séparation des églises et de l'État. Il y a des églises. Et elle dit, vous venez tel que vous êtes au banquet de la République. Je ne vous demande pas d'abandonner votre foi. C'est pour ça que, contrairement à ce qui est dit dans le débat public aujourd'hui, qui est une trahison de la loi de 1905, la loi de 1905 ne dit pas que la religion est une affaire privée. On a le droit, à la preuve, on a le droit. Vous savez que la loi de 1905, elle autorise les processions religieuses. Elle considère que c'est une opinion, la religion. Ben, on a le droit de la manifester dans la rue. C'est une affaire personnelle, la religion, pour la loi de 1905. Mais on respecte cette personnalité. Et qu'est-ce que ça donne, pour rebondir sur ce que disait madame? Eh bien, ça a permis que les grandes troupes de la religion dominante fassent le chemin des causes communes. Je viens au comité de grève, j'ai ma croix, je fais la messe, ben pourquoi pas? L'important, c'est quelle cause tu défends. Je ne vais pas te demander d'enlever ta croix, d'enlever ton foulard, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Quelle est la cause qu'on va faire ensemble? Je ne te demande pas de te déshabiller. Moi, je suis moi, toi, tu es toi. Et l'important, c'est qu'est-ce qu'on a comme accord? Et ça donne quoi? La jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, les prêtres ouvriers. Et c'est ça que je veux dire aussi, ça donne des forces qui, quand il y a des épreuves morales, sont parfois plus au rendez-vous que les professionnels du combat de l'émancipation qui restent sur leur agenda classique et qui ne bougent pas. Et qui ne bougent pas, parce qu'ils sont dans les rapports de force politiques, idéologiques. Nous l'avons vu en 1940, témoignage chrétien. Nous l'avons vu pendant la guerre d'Algérie avec les cathos de gauche au rendez-vous des réseaux contre la torture. Et nous le voyons, la CIMAD sur les migrants, service œcuménique d'entraide. J'ai fait un débat à leur demande avec le Secours catholique, qui est très au rendez-vous maintenant de tout cela, sur Calais et ailleurs. Parce que j'ai écrit, en effet, cette idée, il y a du spirituel dans l'engagement. Parce que je crois qu'il y a un au-delà de nous-mêmes. C'est ça qui fait qu'on sort, qu'on se mobilise.
C'est une forme de spiritualité, elle peut être laïque, elle ne veut pas dire qu'il y a un au-delà, au-dessus. Et ça les a interpellés. Et on a discuté de cela. Et je crois que nous sommes dans ce moment-là. Et que trop d'indifférence sur ces questions-là, trop de mine ces réflexes essentiels. Et je voudrais vous lire juste, pour terminer, ce passage auquel je tiens beaucoup pour les musulmans, qui m'a valu beaucoup de calomnie de ceux qui se sont arrêtés simplement au mot. Hein. Voilà, il a mis pour les musulmans, c'est terrible, quoi. Bon. Sous toutes les latitudes, le sort fait aux minorités dit l'état moral d'une société. Ainsi aussi ai-je écrit ce pour les musulmans de France en ne doutant pas qu'ailleurs, dans des pays où la culture musulmane domine, d'autres pour s'écriront, en défense d'autres minorités, chrétiennes, juives, agnostiques, animistes, sans religion, non-croyantes, voire issues de l'islam lui-même, des sunnites prenant le parti des chiites et inversement. Au-delà de mon pays, j'écris donc contre cette guerre des mondes dans laquelle on veut entraîner les peuples en fabriquant des haines identitaires dont la religion est l'alibi. Mais je suis en France, j'y vis, j'y travaille, et c'est ici même que pour nous se joue ce sursaut des consciences. Jamais les crimes commis par de prétendus musulmans, ayant eux-mêmes sombré dans des guerres sans fin, ne justifieront qu'en retour, nous persécutions les musulmans de France. Jamais des dérives individuelles ou des conflits lointains n'autoriseront que dans notre pays, on en vienne à assimiler en bloc des hommes, des femmes et des enfants à un péril qui menacerait l'intégrité, voire la pureté de notre communauté nationale, au prétexte de leur foi, de leur croyance, de leur religion, de leur origine, de leur culture, de leur apparence ou de leur appartenance. Jamais les désordres du monde ne sauraient excuser l'oubli du monde. Combattre l'ordre marchand sans frontières qui, en effet, nous mine, tue le travail humain, tue le tout vivant du tout monde, tout cela l'abîme, le corrompt, le détruit, passe pour moi par ce chemin-là. Car c'est le chemin des solidarités qui nous permettront de construire un rapport de force qui permette peut-être d'ouvrir un chemin d'espérance. Merci.